Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Le Lundi, c'est Private Equity. Vous connaissez la formule justement avec Eurazeo. On regarde tous les lundis tout ce qu'il faut savoir sur ce type d'investissement, les caractéristiques, les définitions. Il y a les formats courts et puis il y a les formats longs. Et aujourd'hui, c'est un format long justement. On s'intéresse à un thème bien particulier, investir dans la tech et l'innovation, mode d'emploi pour les particuliers. Et pour en parler, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau quelqu'un que vous connaissez bien, Agathe Bub, qui est directeur Wealth Solutions chez Eurazeo. Bonjour Agathe. Bonjour Laurent. Et qui s'occupe notamment des produits qui sont proposés dans l'offre Bourse Banque. Exactement. Voilà. Et à ses côtés, pour parler de ce sujet, investir dans la tech et l'innovation, Anne-Charlotte Filbert, Managing Director chez Eurazeo Growth. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Laurent. Alors moi, je suis toujours fasciné par les titres anglo-saxons, un peu ronflants, il faut le dire Anne-Charlotte, mais je ne sais pas toujours ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on fait quand on est Managing Director ? Alors, je comprends que de l'extérieur, ça puisse paraître assez intimidant, abstrait. Hein, un peu intimidant aussi. Un peu abstrait. Qu'est-ce que fait un managing director chez Eurazeo Growth ? Notre métier, notre mission, je dirais, c'est d'identifier les meilleures entreprises technologiques européennes et de les aider à devenir des champions globaux de la technologie. Donc, comment on fait ça ? Évidemment, on leur donne des capitaux, donc de l'argent pour se développer, mais on apporte bien plus que ça. On va apporter notre réseau, et on va aussi apporter notre expérience opérationnelle, puisqu'on fait ça depuis plus de 10 ans maintenant, donc on sait comment faire pour amener une société de 10 millions de revenus à 100, 500 millions de revenus sur le long terme. Concrètement, mon métier, on a 3 grandes étapes qu'on suit en tant qu'investisseur. La première, c'est d'identifier les marchés à fort potentiel, comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les cibles entreprises intéressantes dans ces marchés. Deuxièmement, on va évaluer les entreprises pour comprendre lesquelles cibles sont les meilleures pour un investissement. Et troisièmement, une grande partie de notre métier, c'est évidemment de les aider à accélérer leur croissance. Donc ici, par exemple, quand on parle de sociétés européennes, on va les aider à les amener sur le marché américain. On va les aider à faire des acquisitions ou encore à faire des recrutements stratégiques. Donc via, on va dire, toute cette proposition, on génère des retours sur investissement assez attractifs pour nos investisseurs. Bon, il faudra qu'on parle de ce qui se cache derrière ce assez attractif pour les investisseurs. Je te disais, le thème aujourd'hui, c'est la tech, l'innovation. Et j'ai le sentiment qu'on a tous un petit peu notre définition de ce qu'on met derrière ces mots qu'on entend un peu partout, qui sont peut-être même un petit peu galvaudés. Qu'est-ce que toi, tu mets derrière, justement, tech et innovation ? Je pense que ce sont des mots qui ont des définitions assez vastes dans le marché. Donc, je dirais la nôtre chez Eurazeo, qu'est-ce qu'on considère comme l'innovation et la technologie. Pour nous, les entreprises innovantes dans la technologie, ce sont des entreprises qui transforment en profondeur leur secteur grâce à la technologie. Donc, dès qu'on investit, il faut qu'il y ait une composante technologique dans l'entreprise. On n'investit pas, par exemple, dans du service. Deuxièmement, il faut que l'impact sur leur secteur soit transformatif. On ne regarde pas juste des petites innovations incrémentales. On regarde un total changement de leur marché. Je vais donner un exemple, l'intelligence artificielle. On a investi dans Mistral. Vous devez tous connaître Mistral. La start-up AI française, plus si petite que ça d'ailleurs. Exactement, plus si petite. Leader mondial, je dirais même, de l'intelligence artificielle, qui a totalement changé la manière dont les entreprises et les personnes pensent à leur productivité tous les jours. Tu le disais, tu nous as déjà donné quelques définitions. Il y a, qu'est-ce qui t'intéresse ? Quel type d'entreprise va t'intéresser plus particulièrement ? Il y a une typologie où, finalement, alors on a vu, pas de service, ça c'est assez clair, où tout le monde a potentiellement sa chance. Alors je dirais que dans notre secteur, donc la technologie, tout le monde a sa chance. En revanche, on a des critères de sélection bien stricts, puisque notre métier, c'est d'investir dans les meilleures sociétés. Et quand on va évaluer une entreprise, on a environ 4 grands critères qu'on va évaluer. Le premier, c'est évidemment la qualité de l'équipe, du management et des fondateurs. Deuxièmement, la taille de marché de l'entreprise et sa croissance. On a investi dans des marchés de forte croissance qui vont soutenir la croissance de l'entreprise sur le long terme. Troisièmement, tu parlais aussi de taille de marché. Il faut que le marché soit suffisamment important, c'est ça ? Tu ne vas pas regarder un trop petit marché, même s'il a de bonnes perspectives ? Tout à fait, puisque notre objectif, c'est de faire grossir les sociétés à très forte croissance. Donc, si on est sur un petit marché, on ne va pas pouvoir continuer à avoir des croissances élevées sur le long terme. Au bout d'un moment, on va être limité par la taille de notre marché. Donc, l'objectif, c'est quand même commencer sur des gros marchés à forte croissance. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises que Eurazeo a financées, justement ? Oui, tout à fait. Donc, on a fait, chez Eurazeo en technologie, on a fait à peu près
100 investissements. Je t'ai interrompu, mais il y avait peut-être d'autres critères, non? Tu voulais Il y avait nous dire. 2 autres critères. Ah, il ne faut pas aller trop vite. Mais oui, je me suis dit, attends. Alors, 2 autres critères. Les 2 autres critères. Donc, le troisième, c'est d'avoir un business model qui a un avantage concurrentiel durable. Ouais. Souvent, en fait, dans la technologie, on l'oublie, mais ce sont des marchés très mouvants qui sont disruptés tous les jours. Donc, il faut réussir à construire un avantage concurrentiel qui puisse durer dans le temps. Donc, c'est une grosse partie de notre évaluation. Et le 4e critère qui est important, c'est évidemment la performance financière, la solidité de la finance de la société, tant au niveau de la croissance des revenus que de la profitabilité. Bon, voilà, il nous en manquait 2, on les a rattrapés. Et justement, quelques exemples concrets alors d'entreprise. Oui, donc comme je disais, on a investi dans 100 sociétés dans la technologie chez Eurazeo. Dans la stratégie que je représente aujourd'hui, le Growth Equity, on a fait 40 investissements dans des sociétés phares françaises comme Dataiku, Doctolib, Back Market et des entreprises européennes partout dans notre cher continent. Donc ça parle, Doctolib, Back Market, je pense que tous les gens qui nous regardent connaissent Doctolib pour gérer ses réservations et puis Back Market pour acheter son téléphone en seconde main, d'occasion, moins cher, hein, c'est ça en gros. C'est ça. Ouais. Après, ce qui est intéressant pour Doctolib, c'est que vous, en tant que particulier, on voit la face émergée de l'iceberg. Mais en fait, Doctolib, c'est beaucoup plus qu'un outil de prise de rendez-vous en ligne et ça va beaucoup plus loin. Oui, j'ai peut-être résumé un petit peu. Non, mais c'est un point hyper important, c'est que c'est ce qu'ils apportent à la clientèle, aux particuliers. Mais en fait, la vraie innovation de Doctolib, elle réside dans le fait qu'ils ont apporté plutôt un outil pour les professionnels et que ça va beaucoup plus loin que la simple c'est vrai. La simple c'est vrai, parce qu'on prise peut de rendez-vous. transmettre des ordonnances, on peut gérer son calendrier. Et c'est en ça qu'il y a la technologie et apporter un service en plus. Et maintenant l'intelligence artificielle également. Donc en fait, comme on le disait, on investit dans des marchés de la santé qui sont à forte croissance. On va manquer de médecins énormément dans les prochaines années et Doctolib permet aux médecins de devenir plus productifs. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus pertinent. C'est important, tu parlais de la qualité de l'équipe dirigeante, c'est important le feeling, le bon feeling avec justement les gens, dirigeantes qui ont lancé ces boîtes. C'est super important. On dit souvent que dans notre métier, on se marie avec l'équipe de fondateurs qu'on soutient. Carrément, parce qu'on parle quand même de parfois 5 à 10 ans de travail ensemble. Donc c'est hyper important d'avoir un bon feeling. Après, dans la décision d'investissement, c'est aussi très important de séparer l'émotionnel du rationnel de la décision. Donc, ce qu'on a mis en place chez Eurazeo pour faire en sorte qu'on arrive à prendre des bonnes décisions, c'est qu'on a regardé sur 100 investissements faits, quelles ont été les équipes qui ont marché, celles qui ont moins marché. On en a déduit des critères, en fait, d'analyse, une grille d'analyse des fondateurs, des personnalités, des cultures qui ont marché. Et grâce à ça, on est capable aujourd'hui de pouvoir évaluer une équipe de la manière la plus pragmatique possible. Hyper intéressant. Quand tu l'expliques comme ça, Charlotte, c'est vraiment hyper clair. On comprend les besoins de financement, la façon dont tu procèdes. Quand on est investisseur particulier, qu'on s'intéresse un petit peu au sujet, c'est pas forcément la même tambouille parce que ça parle de venture capital, de growth capital, de LBO. Déjà, si tu comprends pas l'anglais, c'est mort, hein, c'est fini. Pour quelqu'un qui a envie de comprendre, comment tu peux trier tout ça un petit peu pour que ce soit plus clair? Alors, je vais commencer par traduire en français. Ouais, c'est bien. Donc, venture capital, c'est le capital risque. Ouais. Donc, ce sont les personnes qui investissent au tout début de l'histoire des startups. Donc, parfois, les startups n'ont pas de produits, parfois, elles n'ont pas de revenus. Donc, c'est le tout début de l'histoire. Là, c'est juste l'idée, quoi. Exactement. Ouais. Nous investissons après le venture capital, donc le capital risque. Le Growth Equity, donc, qui s'appelle en français capital croissance, c'est investir dans ces startups, les mêmes startups, mais 4 à 5 ans plus tard, quand elles sont développées, elles ont minimum 10 millions de revenus, et donc on prend moins de risques, on va dire. Mais on va toujours capter de la croissance parce qu'elles sont toujours dans des marchés à forte croissance et dans des dynamiques de croissance élevées. Le LBO, en revanche, c'est quelque chose qui arrive 5 à 6 ans plus tard que nous, donc encore plus loin. Ouais. Et donc, les entreprises, généralement, ont stabilisé leur croissance et sont plus concentrées sur leur profitabilité. Donc, c'est moins risqué. Donc, si j'avais à résumer, tout dépend du stade de maturité de l'entreprise. L'avantage du Growth Equity, c'est qu'on investit toujours dans des marchés de croissance avec des entreprises technologiques, comme on le disait, qui sont disruptantes dans leur marché. Et que donc, grâce à ça, on va délivrer des retours sur investissement très attractifs avec moins de risques que le capital risque. Et si je peux rajouter peut-être un mot par rapport à ça, un exemple concret, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a été beaucoup financée par le capital risque dans les 5 dernières années. Les entreprises commencent à arriver à notre stade d'investissement. Donc, nous, on est en train d'en profiter à fond.
alors que les stratégies de LBO ne peuvent pas investir dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est vraiment chaque phase de maturation d'une idée, d'un projet, d'une entreprise en fait. Exactement. Donc ça nous permet de capter des marchés avec des lames de fond très profondes comme l'intelligence artificielle. Bon, c'est super attrayant expliqué comme ça, Agathe, mais je regarde ça en tant qu'investisseur particulier, je me dis, mais est-ce que j'ai bien ma place là-dedans? Est-ce que c'est possible de participer à ces financements en tant qu'investisseur particulier? Bah oui, justement, et ça va dépendre des typologies de fonds auxquelles on va avoir envie de s'exposer. Donc c'est la raison pour laquelle, nous, chez Eurazeo, par exemple, on a une gamme de fonds qui correspond à un investissement dans une stratégie. Et ça va dépendre beaucoup. D'une part, du risque-rendement qui est recherché, du couple risque-rendement qui est recherché par l'investisseur particulier, mais aussi de ses sensibilités personnelles. Il y a des gens qui ont envie profondément de commencer plutôt à investir dans le capital risque parce que leur passion, c'est de se dire je suis prêt à perdre une partie de mon argent ou à gagner très très gros. Mais l'idée me fait rêver, m'intéresse, me passionne. Exactement. Ou j'ai envie d'investir dans la tech, dans des sociétés que je connais, comme celle qu'on a mentionnées. Et donc là, je vais investir dans un fonds qui est dédié au gros equity, où j'ai peut-être envie d'un peu plus de stabilité, mais de commencer à m'exposer à des stratégies qui investissent dans des sociétés non cotées. Et donc, je vais plutôt choisir des fonds qui vont investir en LBO. Donc, pour un investisseur particulier, il a toute sa place et c'est simplement qu'il faut qu'il définisse lui-même ou avec son conseiller le couple rendement-risque recherché et la typologie de sociétés dans lesquelles ils veulent investir. Bon, on parlera de ce couple rendement-risque, justement, du risque sur ce type. Là, ce que je comprends de ta réponse, Agathe, c'est en gros, on achète un fonds, donc c'est possible, il y a des fonds qui sont accessibles aux particuliers, ça c'est la première réponse. La deuxième question qui vient assez vite, c'est ok, je peux le faire, mais est-ce que j'en ai les moyens? Parce que pour les gens qui connaissent un peu le private equity, ce qui ressort souvent, c'est, ou en tout cas le message qu'on a eu pendant longtemps, c'est ah c'est super, les rendements sont super, mais le ticket d'entrée c'est 100 000 euros minimum, plusieurs millions d'euros maximum, et puis rêvez, chers citoyens, parce que c'est pas pour vous. Alors est-ce qu'aujourd'hui je peux moi avoir quand même un produit accessible et intéressant? Globalement, la classe d'actifs du non-coté, c'est une classe d'actifs qui, c'est vrai, pendant longtemps été réservée à des investisseurs plutôt qu'on appelle institutionnels. Donc les investisseurs institutionnels, c'est les banques, les fonds de pension, les assureurs pour leurs fonds propres. C'est des millions d'euros, les tickets. Et donc, en effet, c'était de l'argent qui était bloqué pendant très longtemps et des montants très importants. Anne-Charlotte l'a mentionné, quand on investit dans une société, c'est sur le long terme, entre 5, 6, 7 ans, parce qu'on va participer à son développement, à la création de valeur. Et donc, naturellement, il fallait bloquer l'argent des investisseurs relativement longtemps. Maintenant, il y a de plus en plus de fonds qui permettent d'entrer et de sortir sous certaines conditions, avec des fenêtres de liquidité. Donc ça, c'est possible aussi. Mais donc, c'est la raison pour laquelle on a développé des offres qui vont être plus adaptées à la clientèle privée. Donc, il y a les clients institutionnels qui ont des gros moyens qui peuvent être bloqués pendant très longtemps. Mais c'est nous, acteurs du non-coté, les gérants de private equity, qui avons commencé à créer des fonds qui sont plus adaptés pour la clientèle privée. Bon. Et ça a commencé avec les FCPI, tout le monde les connaît. Il y a de nombreuses années justement pour soutenir l'innovation, les développer. Il faut comme un placement dans l'innovation. Exactement. Ouais. Et donc ça a commencé à partir de 1 000 euros. De plus en plus de sociétés de gestion créent des fonds qui permettent d'accéder à la classe d'actifs à partir de 10 000, 20 000 euros. Bon, je peux le faire, c'est accessible. Est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? On est quand même à une époque, la rentrée, alors on ne va pas parler de ce qui se passe là tout de suite, mais on est dans un environnement qui est incertain, notamment au niveau européen. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'évolution de la croissance en Europe, sur l'évolution de l'économie. On pourrait se dire, est-ce que dans le contexte actuel, je ne sais pas, l'une des deux va répondre là-dessus, est-ce que ça reste quelque chose de pertinent? Peut-être pour commencer par rapport à la conjoncture, il y a un point qui est important, c'est que quand on investit en non-coté, donc dans des sociétés non-cotées, on investit... très long terme. Voilà, déjà c'est sur du long terme. Et dans un deuxième temps, on investit sur des sociétés qui évoluent dans la conjoncture dans laquelle on est. Donc il faut avoir ça en tête, mais qui ont pour vocation d'être sélectionnées par Eurazeo en fonction de
leurs propres métriques, de leur propre chiffre d'affaires, de leurs possibilités de croissance. Et donc ça va pas être valorisé en fonction de l'offre et de la demande comme sur la bourse. Ouais. Et en fait, quand on va valoriser une entreprise, ça va être indépendant d'éléments exogènes qui vont être beaucoup plus prépondérants dans la valorisation d'une entreprise cotée en bourse. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, je rejoins totalement ce que tu viens d'expliquer. En fait, je pense que dans les marchés cotés, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup d'émotions. En fait, les valorisations changent beaucoup. Dans l'avantage des marchés privés, c'est qu'en fait, les sociétés en fait, ne sont pas sujettes à cette volatilité. Donc, on a une stabilité plus forte. Et deuxièmement, tout notre métier chez Eurazeo, c'est investir dans des marchés de long terme et qui vont être justement pas sujets au cycle macro. Par exemple, la santé. La santé, dans tout cycle macro, on va dire, aura sa place. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on fait très attention quand on investit. Surtout avec une population vieillissante. Hein. Tout à fait. Ouais. Et un autre exemple, c'est la cybersécurité. Le besoin de cybersécurité ne fait qu'augmenter, notamment avec l'intelligence artificielle, où les cyberhackers ont maintenant les moyens de faire des attaques, on va dire, très sophistiquées. Et puis, c'est international. Maintenant, chacun se refile les contacts d'un continent à l'autre. Ouais. Donc, effectivement, on comprend effectivement. Moi, j'ai aussi une question. On parle souvent, on dit, faites du private equity, vous financez la croissance, vous financez l'économie réelle. Peut-être deux questions. L'une, déjà, là aussi, qu'est-ce qu'on met derrière cette phrase qu'on entend un peu souvent, qui est un petit peu bateau, il faut le dire. Et puis, quels sont les moteurs de performance de ces entreprises sur le moyen long terme? Je peux commencer à répondre. Donc, la première question sur l'économie réelle, pour nous, ce qui est très important, c'est la création d'emplois, tout simplement. Si on regarde des sociétés comme Doctolib, comme Back Market, on est sur des milliers d'emplois créés par ces entreprises à une rapidité quand même assez forte. Donc, je pense que c'est important pour le tissu économique français et européen d'avoir ces entreprises de la technologie en forte croissance dans ces thèmes-là. Et deuxièmement, sur le moteur de l'économie, aujourd'hui, on ne peut plus éviter des sujets comme la technologie qui sont en train de disrupter toutes les industries, certaines plus que d'autres. Mais c'est vrai que toute personne qui travaille derrière l'ordinateur a vu évoluer la manière dont il interagit avec l'ordinateur de manière significante dans les dernières années. Et l'intelligence artificielle, encore, je le rappelle, parce que c'est vraiment un énorme boom. Et on n'en est qu'au début. Ouais. On n'en est qu'au début. Donc, je pense que c'est hyper important pour l'Europe et pour la France d'avoir ces technologies en interne pour pouvoir être compétitif sur le marché mondial et productif et arriver à avoir des entreprises qui sont compétitives sur le long terme. Agathe, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, sur le sujet de l'économie réelle, je pense qu'il y a un point qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, même le monde de la bourse est de plus en plus déconnecté de l'économie réelle. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, même les indices, le S&P 500 ou le CAC 40, les capitalisations des sociétés qui représentent ces indices sont énormes et en fait sont indexées sur quelques sociétés. Et donc, c'est totalement décorrélé de la réalité du tissu économique et industriel français et européen. Mais que ce soit aux États-Unis aussi, il y a de moins en moins de sociétés qui se cotent en bourse. Il y en a de plus en plus qui sortent de la bourse. Exact. Donc, la taille des sociétés cotées se réduit aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais c'est aussi le même phénomène. Hein. Exactement, donc c'est aussi un moyen de s'exposer à la réalité de notre monde. Il y a un thème dont on n'a pas du tout parlé, et franchement, il y a encore 2 ans, j'aurais commencé par ça en fait. C'est, oui, forcément, parce que entre-temps, l'époque a changé. Est-ce que c'est un placement qui peut être également responsable, engagé, ou est-ce que c'est rendement first? Alors, nous, dans nos valeurs et notre mission, investir... Tu ne l'as pas cité dans tes critères tout à l'heure, Anne-Charlotte. Dans tes 4 critères d'évaluation. Parce qu'on n'a pas parlé des critères d'évaluation des fondateurs, mais le premier critère qu'on a, c'est l'intégrité. D'accord. Le deuxième critère qu'on a, c'est la mission de ces sociétés. Donc ça rentre là-dedans. Donc ça rentre là-dedans, parce que je dirais, il y a deux choses. Il y a nous, investisseurs responsables, donc, par exemple, sur les règles éthiques qu'on va mettre en place avec nos sociétés, les accompagner dans la structuration de leur politique ESG. On a un énorme rôle dans ça et c'est hyper important pour nous quand on investit. Donc, on ne va pas investir, par exemple, dans une société qui sont dans des secteurs qui, selon nous, ne sont pas à fort impact sur l'environnement de manière positive, on va dire. L'autre partie de l'équation, c'est...
on va dire, d'investir dans des fondateurs qui ont les mêmes valeurs que nous et qui veulent influencer ce changement. Je vous donne un exemple, mais une grosse partie des marchés qu'on regarde en ce moment, ce sont les marchés sur tout ce qui est climat, les solutions climatiques. On a investi dans une société qui s'appelle Ecovadis, française, une très très belle société, qui permet aux marques de pouvoir choisir leurs fournisseurs en fonction de leurs critères ESG. Et donc cette société, elle est complètement en fait alignée avec notre mission chez Eurazeo Growth de non seulement faire de très bons investissements, de faire de la performance, mais de le faire de manière, on va dire, humaine et responsable par rapport à tous ces critères ESG. Moi, c'est pas mal du tout. Je vais te faire la réponse un peu plus côté corporate. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, tous nos fonds qui sont proposés à la clientèle privée et à la clientèle institutionnelle répondent à des critères plus généralistes qui ont été définis chez Eurazeo, au groupe Eurazeo, et notamment aussi niveau européen, donc la loi SFDR et taxonomie. On va pas trop rentrer non, je vais pas trop en parler, mais c'est juste pour mentionner le fait que on a systématiquement des critères pré-investissement. D'accord. Il y a déjà un filtre. Voilà, il y a un premier filtre ESG. Qui intègre tout ça. On fait des due diligence, donc quand l'équipe d'Anne-Charlotte va sélectionner les sociétés donc, en bon et va français, analyser, une étude poussée, voilà, une quand analyse, ils vont analyser la société, ils vont aussi analyser en termes ESG. Et ensuite, on va faire des reportings annuels sur l'impact ESG qu'on a dans ces sociétés. Si je reste un peu dans le concret, Anne-Charlotte, on a vu un petit peu comment tu analysais une société, les critères qui vont être importants pour toi. Comment ça se passe concrètement, la prise, enfin le financement d'une société, et puis est-ce que tu as peut-être un exemple de transformation de société que tu aurais vu grandir justement sur plusieurs années pendant la période de financement d'investissement? Oui, bien sûr. Alors la première phase d'investissement, elle est assez simple. C'est une fois qu'on a décidé d'investir, il faut gagner une transaction. Donc c'est une négociation avec les fondateurs de l'entreprise pour pouvoir investir. Une fois que cette période-là est passée... Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à vouloir investir dans la société. On n'est pas les seuls. C'est un marché compétitif. Le private equity, on va le rappeler, c'est quand même un des marchés les plus compétitifs, je pense, qui existe on fait au monde. Les donc, les autres, effectivement, c'est un métier où il faut avoir la gagne et il faut savoir mettre toute l'intensité qu'il faut pour pouvoir gagner une transaction quand on le veut. Deuxièmement, donc sur la partie post-investissement, je vais vous donner un exemple assez récent, qui est une société de logiciels lyonnaise qui s'appelle Lumaps, dans laquelle on a investi en 2018, quand la société faisait 10 millions de revenus, donc exactement dans nos critères d'investissement, mais encore jeune. Et pourquoi je parle de cet exemple? Parce qu'on a réussi à sortir cette société l'an dernier. Ça a été la plus grosse sortie en technologie française en 2024. D'accord. On l'a vendu à un fonds de private equity à un bon prix. Et donc, on a fait 5 fois nos retours sur investissement. Ce qui est très bien pour nos investisseurs. Oui. Et donc, comment concrètement on les a aidés? Au début, c'était une boîte de logiciels française. Oui. Donc, on les a aidés à, évidemment, augmenter leur chiffre d'affaires, mais pas que. On les a aidés à se diversifier à l'international, donc aller sur le marché américain, le marché asiatique. On les a aidés à recruter les bonnes personnes pour pouvoir structurer la croissance en interne. Donc, par exemple... une Chief Marketing Officer, donc quelqu'un qui s'occupe du marketing d'un point de vue exécutif. Et on les a aidés aussi à faire des acquisitions stratégiques pour renforcer leur compétitivité. Conseil, en fait, c'est ça. Hein. Tout à fait. Je dirais, et le mot conseil, je pense, me parle beaucoup, puisque notre rôle en tant qu'actionnaire minoritaire dans ces sociétés, c'est évidemment de soutenir les fondateurs. On est là en conseil, on ne va pas opérer nous-mêmes. Notre but, c'est de mettre tous les outils en place autour d'eux pour qu'ils puissent exceller dans ce qu'ils font. On participe au conseil d'administration des sociétés. Ouais. Là, franchement, si on aime l'entreprise, si on aime l'investissement, on voit qu'il y a des belles sorties, des belles plus-values. C'est super attrayant et forcément, j'ai envie d'y aller. Il faut peut-être aussi qu'on soit complet dans cette présentation. Quand on est investisseur particulier, quels sont vraiment, peut-être Agathe, les risques à connaître? Qu'est-ce que c'est le risque spécifique ou particulier de ce type d'investissement? Alors, il faut avoir en tête déjà que c'est une classe d'actifs qui est par nature définie comme risquée pour 2 raisons principales. C'est que la première, c'est le sujet de liquidité.
Donc, comme on l'a compris, j'espère. Donc, liquidité, capacité à acheter, vendre facilement un actif. Exactement. Donc, en fait, quand Eurazeo investit dans une société, pour pouvoir en sortir, le capital, il n'est pas disponible sur les marchés financiers. Il faut trouver un acheteur qui est prêt à le payer 5 fois la mise, ou moins. Ça se trouve, visiblement. ou plus. Mais ça concerne aussi le sujet d'accès à l'information, puisque en fait, en private equity, par définition, l'information est privée. Exactement. Donc, en fait, ça a longtemps été considéré comme une classe d'actifs relativement opaque, tout simplement. C'est parce que l'information n'est pas disponible et tout le monde ne peut pas y avoir accès. Donc, c'est vraiment un marché de professionnels. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle ça a été considéré comme risqué. Et puis, surtout, il n'y a pas de capital garanti. On n'est jamais certain de récupérer sa mise. Exactement. Alors, en général, on ne va pas pouvoir perdre plus que ce qu'on a mis, ce qui est déjà pas mal. Mais il faut avoir en tête qu'il y a des risques d'illiquidité, de perte en capital. Et c'est les principaux risques qu'il y a dans cette risque de perte en capital, du risque, on l'a dit, un accès à l'information qui est plus compliqué, parce que les entreprises, elles ne sont pas cotées. On sait que les entreprises cotées doivent communiquer un certain nombre d'informations. Pardonne-moi le côté trivial de ma question. J'en prends pour combien de temps et c'est bloqué combien de temps, cette histoire? Alors, un fonds classique de private equity qu'on appelle un fonds fermé, donc qui a une période de souscription. En général, on peut souscrire pendant 2 ans. Et il y a une durée de vie qui dure entre 9 et 12 ans. Donc j'en prends pour 9 ans minimum. Alors, c'est un engagement à horizon 9 ans, mais tu peux commencer à recevoir des distributions au fur et à mesure des sorties du portefeuille. Donc, les sorties du portefeuille, c'est quand on vend les sociétés. Donc, en général, si tu es entré en année 1 et on a fait un premier investissement en année 1, tu vas commencer à recevoir des distributions lors de la vente de la première société du portefeuille, donc en horizon 5-6 ans. D'accord. Et tout notre métier, c'est quand même d'offrir des fenêtres de liquidité de manière continue à nos investisseurs, parce qu'on est conscient que le retour sur investissement ne doit pas se faire juste après 9 ans, mais au fur et à mesure. Donc, un exemple, on a fait le closing de notre nouveau fonds de grosses cet été. Donc, le closing, c'est la fin de la période de souscription, c'est ça? Oui, j'allais expliquer effectivement, parce que c'est un mot encore anglais. Ah, tu vas nous paumer sinon. Le closing, c'est concrètement qu'on on est en train de lever un nouveau fonds de grosses equity. Et donc, on a réussi à lever un certain montant, 650 millions d'euros. Et donc, on a acté, en fait, qu'on avait levé 650 millions d'euros de manière officielle. C'est rien que ça. Et après, on va continuer à lever plus d'argent pour faire un fonds de plus d'1 milliard. Et donc, on a levé ce fonds et on a réussi en très peu de temps à faire un nouvel investissement et à sortir ce nouvel investissement. Donc là, nos investisseurs ont, après quelques mois, directement une redistribution d'argent. Donc, notre objectif, c'est de faire ça au fur et à mesure. Il y a un horizon qui est important et qui inquiète, on peut le dire, qui préoccupe beaucoup de Français, c'est la retraite. Je me dis, tiens, un placement de long terme comme ça, bloqué, où finalement, je laisse le temps jouer pour moi, est-ce que ce ne serait pas utile, Agathe, à intégrer dans une stratégie d'investissement pour la retraite, ou pas? On en parle beaucoup et de plus en plus depuis la loi Industrie verte notamment. C'est une classe d'actifs qui fait beaucoup de sens quand on veut investir pour la retraite. C'est pas idiot de se dire, tiens, pourquoi pas un peu de private equity pour ma retraite, quoi. C'est justement quand c'est de l'investissement de long terme et donc forcément, c'est la retraite. Bon, alors ça dépend où on en est de sa carrière, bien sûr. Mais il y a forcément un horizon plutôt moyen-long terme. Et donc, ça fait beaucoup de sens d'inclure cette stratégie d'investissement dans son épargne retraite. Bon. On a parlé des risques, le risque d'illiquidité, le risque de moindre accès à la... Est-ce qu'il existe des façons de réduire, mitiger un peu ce risque sur ce type de produit? Oui, tout à fait. Alors là, c'est notre métier. C'est toi qui t'en charges pour nous. Tout à fait. C'est ça. Donc, c'est moi qui m'en charge. Déjà, en sélectionnant une bonne société. Pas que moi, c'est notre équipe qui s'en charge. Donc, investir en capital croissance ou gross equity, on disait qu'on cherche de gros retours sur investissement, on investit dans des sociétés technologiques, forcément avec un certain risque. Comment on mitige ce risque? Généralement, on demande des clauses de protection qui font qu'on a minimum en retour une fois notre investissement. Donc, généralement, on ne peut pas perdre notre argent. Ça arrive dans des cas rares, mais c'est quand même des clauses qu'on met tout le temps en place. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous n'investissez pas seulement dans un actif, vous investissez dans un
fonds avec une diversification des actifs à l'intérieur. Donc, généralement, on fait entre 15 et 20 investissements par fonds, ce qui fait que même s'il y a une ou deux entreprises qui ne marchent pas très bien, on va avoir d'autres entreprises qui vont bien performer, qui vont faire que la performance globale du fonds va être bonne. C'est comme ça qu'on arrive aussi à mitiger le risque. Bon, très clair. On n'a pas parlé du plus important, la performance. J'ai bien compris que ces sociétés n'étaient pas cotées. Comment je fais pour suivre la performance de cet investissement ? Tu m'envoies des reportings réguliers ? Exactement. Ouais, c'est ça, donc, ça, c'est un point qui est important aussi. C'est quand on investit dans du non-coté, on nous explique, on écoute Anne-Charlotte, on se dit « Ah, bah, moi, j'ai envie d'entendre des histoires de sociétés comme celle-là. Comment je fais ?» Donc, en général, il y a un reporting qui est soit mensuel, soit trimestriel, qui va faire état de toutes les sociétés en portefeuille, comment leur valorisation a évolué, les nouvelles sociétés qui sont entrées en portefeuille. Pardon, je te coupe, Agathe, comment tu les valorises, ces sociétés ? C'est toi qui fais le calcul de savoir, en fonction de leur développement, si elles se sont appréciées ou pas, c'est ça ? On a une équipe en interne qui s'occupe des valorisations des sociétés, où ils vont comparer la performance opérationnelle de la société au benchmark de marché. Donc, on fait ça de manière très disciplinée, de manière avec une équipe indépendante pour être sûr que ça soit au plus proche de la réalité. D'accord. Et ensuite, c'est validé par des valorisateurs indépendants, comme donc, tous les comptes de société. Donc du reporting régulier, et on l'a dit, et donc des distributions potentiellement intermédiaires. Ça, c'est intéressant. Exactement, aussi. Ça c'est très important. Hein. Y a pas de, on est bloqué, on ne peut pas récupérer son argent sur demande, mais quand il y a une sortie dans le portefeuille, on va redistribuer le capital aux investisseurs. Après, ça dépend des conditions du fonds dans lesquelles on a souscrit. Si on veut un fonds fiscal, pour pouvoir répondre aux besoins du 163 quinquis B du Code général des impôts. Oh là là. Non, mais Agathe est très précise. Non, mais pour avoir un avantage fiscal à la fin, il faut répondre aux besoins Tu me tends une perche énorme. Quelle est la fiscalité de ce type d'investissement ? Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est soit tu investis dans un fonds qui ne va pas offrir d'avantage fiscal, et à ce moment-là, nous, on fait ce qu'on veut, on distribue, et quand il y a une sortie du portefeuille. S'il y a un avantage fiscal, en général, l'avantage fiscal, c'est une exonération d'impôt sur les plus-values. Et pour pouvoir être exonéré d'impôt sur les plus-values, en général, il faut être résident français, il faut détenir les parts pendant 5 ans, ne pas recevoir de distribution. Et donc, c'est ça, c'est tout. On va faire en fonction des règles qui nous permettent d'offrir cet avantage fiscal. Le private equity, intéressant, attrayant, est-ce que c'est pertinent pour tout le monde, pour tout type d'investisseur ? Ou est-ce qu'il y a quand même, vous allez plutôt vous dire, j'en sais rien, c'est pour quelqu'un qui a déjà de l'épargne par ailleurs, qui a déjà fait pas mal de diversification, qui va rajouter une strate de diversification. Vous savez, on a souvent le triangle de la pyramide de l'épargne, du plus sécurisé au plus risqué. Spontanément, moi j'aurais tendance à penser que c'est pas pour n'importe qui. Mais peut-être je me trompe. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que justement, c'est pour toute personne qui est sensible à ce type d'investissement. En fait, pour moi, c'est un investissement... déjà, c'est une classe d'actifs de diversification. Quand tu veux diversifier ton portefeuille, tout le monde doit diversifier son portefeuille. La question, c'est à quel point et sur quel type de classe d'actifs j'ai envie de prendre du risque ou pas. Donc, c'est vrai que ce qui n'est pas pour tout le monde, c'est d'investir 50% de son épargne dans du non-coté. Ça, c'est pour les familles, les familles très, très riches. En fait, ce qu'on investit en private equity, c'est ce dont on n'a pas besoin à horizon 10 ans. D'accord. Donc, j'aime bien résumer comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, tout le monde doit diversifier son portefeuille. Et si tu as une sensibilité à cette typologie d'investissement, peu importe les montants que tu as, aujourd'hui, depuis 5-6 ans, il y a de plus en plus de possibilités d'entrer sur ce marché. Historiquement, il y a les FCPI, il y a des offres de plus en plus diversifiées pour les particuliers à partir de 10 000 €. Et il y a aussi, via l'épargne retraite, via les unités de compte dans les contrats d'assurance vie, où le minimum est de plus en plus bas. Et si je peux peut-être compléter ce que Agathe disait, mais avec évidemment ma casquette investisseur, pour moi, investir dans cette classe d'actifs, c'est investir dans l'avenir.
puisque évidemment on investit dans les technologies de demain qui vont transformer les industries. Donc si je réfléchis en fait par exemple aux investisseurs qui ont su investir dans Microsoft, Nvidia, Amazon il y a 10 ou 20 ans, je pense qu'ils sont très contents aujourd'hui. Donc évidemment ça comporte un risque tout ça, mais si des personnes sont sensibles à investir dans l'avenir de l'Europe, de la France et à la technologie, je pense que c'est une classe d'actifs qui peut leur correspondre. Bon, une dernière question pour finir, pour faire une conclusion à cet échange. Quand vous êtes avec vos amis, avec vos potes, vous racontez un petit peu vos métiers et qu'à un moment, voilà, parce qu'on n'aime pas trop parler d'argent en France, puis c'est quand même pas mal intéressant ce qu'ils nous proposent là, et ils ont peut-être envie d'y aller. Qu'est-ce que vous leur dites en guise de, justement, des questions à se poser et des conseils, des petits conseils à avoir avant de se lancer? Ce serait quoi un petit peu les... De regarder la série Lundi, c'est Private Equity. Ouais, pas mal, ça c'est un premier truc. Mais encore non, et de bien choisir le gérant avec qui il investit, je pense que c'est un point majeur parce que tous les gérants de nos côtés ont vocation à sélectionner les entreprises qu'ils pensent les meilleures. Oui. Donc a tout le monde, a priori, oui. Au moment où ils investissent, donc il faut vraiment regarder les capacités des équipes de gestion à accompagner les sociétés sur la durée et surtout leur capacité à les sortir. Pas mal. Anne-Charlotte, toi, un conseil peut-être? Je dirais, pour rebondir sur ce que Agathe disait, on a été le premier investisseur en gross equity il y a plus de 10 ans en Europe. Donc forcément, on a un avantage concurrentiel qui est qu'on a de l'expérience qu'on a accumulée durant toutes ces années. On investit dans les meilleures sociétés européennes aujourd'hui. Donc on a 40 sociétés en portefeuille qui sont vraiment iconiques pour le marché. Et troisièmement, donc ça c'est sur mon équipe, je dirais l'équipe d'Agathe fait aussi un boulot assez exceptionnel, on va dire, pour rendre justement cette classe d'actifs accessible à d'autres personnes que des investisseurs institutionnels, ce qui n'était pas possible avant. Donc je pense que c'est aussi une énorme chance de pouvoir interagir avec cette équipe qui connaît très bien son métier et qui sait très bien conseiller les personnes qui ont envie d'investir dans cette classe d'actifs. Voilà, les sociétés européennes et peut-être, qui sait, le prochain Nvidia qui se cache à l'intérieur. Exactement. Voilà, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux pour nous avoir expliqué en quoi consistait l'investissement dans le private equity et plus précisément dans la tech et l'innovation. Merci. Merci Laurent. Au revoir. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Lundi, c'est Private Equity. J'espère que ça vous a passionné autant que moi. Et puis continuez à regarder les formats courts et on se retrouve bientôt pour un format long. Et puis si vous regardez cette vidéo sur notre chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez sur la chaîne de Boursorama et je vous dis à très bientôt. Thank you.